J'ai rendez-vous à la Bégutte de Mazinc, chez Yann, un maraîcher en biodynamie et permaculture qui a acquis de nouvelles parcelles. Céline s'occupe d'agriculture régénérative des sols. Bonjour Yann. Ça va? Bienvenue. Merci. Bienvenue à ma ferme de transition. Alors, tu vas nous montrer ce que tu as fait à côté? Avec plaisir. Yann a semé des plantes qui sont coupées et laissées sur place pour améliorer le sol et sa fertilité en stimulant l'activité des micro-organismes. C'est la technique ancestrale de l'engrais vert. Tout comme dans les jardins amateurs, le sol ne doit jamais rester nu. Ça serait vraiment sympa que tu me fasses voir là, tes engrais verts. Ce que ça a donné. On y va? Oui, je te montre, viens. On va voir. Je viens juste de broyer, justement. Je vois que l'activité de la vie du sol, elle s'est amplifiée, en fait. Et la digestion de l'ancienne couche qui était coupée il y a 3 semaines, elle est déjà presque digérée par la vie du sol. Par contre, en termes d'odeur, je trouve qu'ils sont assez bons. Je sais pas ce que... Ça sent l'ammoniac. Oui. Donc c'est-à-dire que là, ça sent plutôt... ça veut dire que c'est principalement, et on le voit bien, tu vois, c'est complètement anaérobie. Donc là, si je regarde ça au microscope, j'aurai sûrement des anaérobes, c'est-à-dire des micro-organismes sans oxygène qui évoluent dans des conditions de sol tassé, et c'est pas ce qu'on veut. Oui. Nous, on veut pas trop d'actinobactéries, à part si tu veux faire pousser des brocolis, de la moutarde, tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, on va dire, rendre le sol vraiment grumeleux et pour le coup, développer de la biomasse fongique plutôt que de l'actinobactérie. En fait, tous les nutriments qui devaient être digérés et remis dans le sol, au final, ils sont relâchés en gaz à effet de serre. C'est plutôt pas mal quand même. Là, les engrais verts, ça a vraiment permis de casser les mottes. Moi, je suis content de l'évolution et je mesure le chemin qu'il y a encore à parcourir. C'est une très bonne idée de continuer les engrais verts. Oui. L'objectif de Céline, c'est de permettre à l'agriculteur de conserver un équilibre économique tout en effectuant sa transition écologique. L'historique de cette terre, c'est environ 60 ans de conventionnel avec du labour très profond. Ça veut dire des pesticides? Ça veut dire des intrants, des biocides, pesticides, fongicides, herbicides, avec beaucoup de fertilisation. De toute façon, tu sens, il n'y a pas d'odeur. Ça si sent tu pas veux. l'humus, en tout cas, ça sent pas le sol de forêt. Non, c'est comme de la pâte à modeler. Pourtant, c'est un sol qui est sablonneux, limoneux. Il y a de l'argile, mais normalement pas comme ça. Et là, si tu sens, ah oui. ça sent le médicament, quoi, pour faire simple. Et là, tu disais le labour, en plus, ça a créé un problème? Le labour, ça crée un problème de semelle de labour. Et là, c'est pour ça qu'on a ramené déjà ce premier outil, parce qu'il a plu abondamment. Donc je me suis dit que peut-être que le compactomètre, cette fois-ci, allait pouvoir rentrer dans le sol. Voilà, lorsqu'on rencontre, tu vois, quand même, j'y vais quand même assez fortement, ça correspond exactement, en fait, au travail du sol, à la profondeur du travail du sol. En fait, c'est un environnement, un habitat qui est absolument impropre au développement d'une population microbienne bénéfique pour les cultures du sol. Ça veut dire que l'eau a du mal à pénétrer? Ça veut dire que l'eau, nécessairement, ne pourra pas aller au-delà de 30 cm en gros, en profondeur. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir ce ruissellement, qu'il y a cette érosion aussi du sol, alors que l'eau est censée aller en verticalité, en profondeur dans le sol, pour aller rejoindre les nappes phréatiques. Je vais te faire voir des racines pour illustrer en fait le propos visuellement, c'est plus facile. Donc Yann, si je me souviens bien, il a planté du sureau. Alors, on va voir celle-ci, par exemple. Donc déjà, tu vois, l'aspect, on a l'impression qu'on est dans de la glaise, alors que c'est pas censé être de la glaise. Et regarde la profondeur des racines. Elles sont traçantes. Déjà, elles sont traçantes. Donc elles sont fuyantes, donc c'est pour ça qu'on a un phénomène de compétition racinaire quand les racines vont faire un angle à, on va dire, 90 degrés. L'une des premières choses à faire, c'est de décompacter le sol, détasser le sol. Pour désigner l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le sol, Céline parle de microbiote du sol, comme pour la flore intestinale, appelée aujourd'hui microbiote. Céline, là on a un paysage qui montre vraiment qu'on a un sol déstructuré. Le sol est censé être comme une sorte de microbiote poreux qui se maintient et que même si on va avoir de la pluie battante ou des intempéries, il y aura, on va dire, une épaisseur de matelas pour amortir le choc d'une inondation. Et hier, là, c'est typiquement ce qui s'est passé avec les orages. Tout a raviné et
On a eu du ruissellement et à certains endroits des inondations. Ça veut dire que quand on pense que c'est parce qu'il y a des phénomènes climatiques extrêmes du fait du changement qu'on se retrouve avec plus d'inondations qu'autrefois, c'est pas uniquement ça. Non, il y a vraiment un lien entre le sol, le cycle de l'eau, le climat, la perte de la biodiversité. En fait, tout est vraiment interconnecté, quoi. Dans l'arrière-pays niçois, à Contes, Rudy Terreno a répondu à ces problématiques en pratiquant le maraîchage sur sol vivant. Le secret du maraîchage sur sol vivant à la Sousta, c'est le broyat. J'ai créé une petite plateforme juste au-dessus de la ferme. Ils viennent, ils me le déchargent ici, ça c'est des élagueurs. Donc quand ils élaguent ou qu'ils abattent un arbre, ils le broient et ils me l'amènent directement ici. Moi après je me le recharge et je vais le mettre sur mes parcelles. Donc ça on le pose directement sur le sol, on ne laboure jamais. Et en fait le fait de le poser sur le sol, ça va favoriser la vie bactérienne, la vie fongique et aussi tous les petits insectes, il va se créer plein de vie dans le sol qui vont vivre, c'est-à-dire manger, faire leurs excréments, faire des galeries de tous les côtés. Et en fait c'est toute cette vie qui va faire que notre plante va pouvoir se nourrir dans le sol. Moi je rêverais de pouvoir mettre en place quelque chose avec les mairies, avec les écoles, pour faire avancer ces techniques, quoi, parce que c'est génial. Avec le broyat, Rudy reconstitue une couche d'humus, comme en forêt. Les arbres voisins fournissent les champignons microscopiques, les mycorhizes. Grâce aux champignons, en fait, la plante va pouvoir aller chercher de l'eau beaucoup plus profondément. Mais pour ça, il ne faut pas labourer, il ne faut pas retourner le sol, il ne faut pas casser cette connexion qui va se créer entre les grands arbres et les petits arbres qu'on voit autour, les rosacées. En fait, les mycorhizes viennent des grands arbres. Malgré la sécheresse, sur les potimarrons et les patates douces, il n'a pas arrosé. L'avantage de la patate douce, c'est qu'elle est très résistante à la sécheresse. Ça, c'est une chose. Elle n'a pas beaucoup de maladies. Et en plus, un autre avantage, c'est que on peut la manger crue, c'est un régal. Les plantes vont d'abord en fait pomper l'eau du sol et l'évapotranspirer par leurs feuilles. Okay, et en fait, c'est ça qui va créer tout un système et c'est ça qui fait pleuvoir. Si maintenant je laboure, je vais créer une semelle de labour qui va empêcher la porosité de mon sol et on bloque la capacité d'infiltration du sol. Après sa formation, Julien a voulu en savoir plus sur le maraîchage sur sol vivant. Il est venu de la Creuse pour travailler au pair à la Sousta. C'est une technique qui me plaît parce qu'on agrade le sol vraiment sur du moyen long terme et donc on a une vision vraiment sur le futur. En améliorant les structures de sol, les rétentions en eau, la vie microbiologique du sol. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir. Je sais pas où vous avez acheté ça, mais je te mets dedans. Mets dedans, allez, vas-y les blettes. Nous, le vivant, on l'a appris ici. Et tous ces légumes qu'on mange, c'est que du bonheur, quoi. Après, tout le reste, la viande, le lait, les yaourts, tout ça, on a éliminé. Et on se porte le mieux possible, beaucoup mieux qu'avant. On a beaucoup moins de problèmes que tout le monde a. Rudy est installé à la Sousta depuis 2 ans et commercialise sa production sur place en direct depuis 1 an. Ici, on est chez Sabine. Et là, mon boulot, c'est de régénérer le microbiote du sol des vignes de Sabine, qui a plusieurs cordes à son arc. Allez, c'est parti. En compagnie de son amie diététicienne, Marie Anderès, Céline reçoit Aval Bio Sud, l'association des PME de l'agroalimentaire bio de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez? Il y a beaucoup d'herbes. Tout est enherbé. C'est Différentes variétés d'herbes. Ouais, différents types donc de plantes. Ces parcelles sont depuis 12 années en enherbement, en agroécologie. Au début, ces vignes, il y a eu d'abord la bâche qui a été utilisée quand ils les ont mises. Ensuite, après, il y a eu des traitements au soufre, puisqu'elle était en bio. Et puis Sabine a arrêté tout traitement, et même il n'y a pas d'irrigation. Donc aujourd'hui, elles sont
complètement en enherbement. Et donc, au-dessus de la surface du sol, ça paraît super bien, ça paraît en bonne santé. Et en fait, on va s'apercevoir que quand on va plonger dans le sol, ça stagne. Avant, ici, c'était de la céréale et c'était en conventionnel pendant plus de 50 ans à 60 ans. Donc, on a eu la liste des molécules utilisées. Cette parcelle-là ne génère pas assez de revenus par rapport au coût de production. En fait, ici, on peut tout simplement manger directement le fruit de la vigne sans avoir à le nettoyer parce que en fait, c'est complètement cultivé de manière naturelle. C'est pour ça qu'on appelle ça en culture agroécologique. Quand en fait, il y a le microbiote du sol qui est complet en nombre et en biodiversité dans le sol, il est entretenu par ce qu'on appelle les exudats racinaires, c'est les fameux sucres que créent les plantes. Et il y a aussi des exudats foliaires qui vont permettre d'entretenir cette microbiologie à la surface de la feuille, mais aussi à la surface du fruit qu'on va manger. Et c'est là que intervient en fait la qualité nutritionnelle en termes de nutriments, mais aussi la qualité d'enrobage microbiologique du fruit qu'on va manger qui va nécessairement moduler et jouer un rôle dans notre microbiote intestinal. Je pense qu'on est devant un produit qui est quelque part beaucoup plus naturel que ce qu'on va acheter en agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est sur un produit en agroécologie, donc on a un sol qui va donner une plante beaucoup plus saine et surtout une plante qui va nous produire des raisins sur lesquels on aura une flore qui ne sera pas modifiée par le phytosanitaire comme c'est souvent le cas. Pourquoi c'est important? Parce que ça va conditionner en partie notre flore, celle qui est dans notre organisme, dans notre intestin. Et l'équilibre du sol va se voir dans l'équilibre qui se trouve dans notre intestin. Agronome de formation, consternée par les pratiques de l'agroalimentaire, Marie a décidé de se réorienter vers la diététique pour sensibiliser le public au bien manger et nourrir notre microbiote intestinal correctement. La clé d'une bonne santé dont Marie a gardé les secrets. Je suis née en Roumanie et quelque part je dis je suis en retard de 50 ans. C'est-à-dire j'ai les connaissances qu'avaient ici nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Je sais encore faire des légumes fermentés. J'utilise le kéfir que je fabrique à la maison. Ces produits nous apportent des souches, on va dire microbiennes, des lactobacilles qui sont très importants pour notre flore interne. Et c'est ceux-là qu'on va trouver dans le sol, sur les plantes, dans notre intestin et aussi dans le kéfir. Alors justement, j'ai croisé un agriculteur qui utilise le kéfir de lait pour ses cultures. On rejoint Nicolas Lassoc, il est à Carros, à côté de Nice. Après un doctorat de chimie et des débuts dans la recherche, Nicolas Lassoc s'est finalement installé maraîcher sur petite surface à Carros, à côté de Nice. Dans la nature, la plupart des micro-organismes sont bénéfiques. Il y en a très peu de pathogènes. Et c'est justement quand il n'y a pas les bénéfiques, les bonnes bactéries, que les mauvaises bactéries prennent le dessus. Donc c'est un dérèglement. Et nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de contrer ça en mettant des bonnes bactéries dans le sol pour contrer les mauvaises bactéries. C'est du kéfir que j'utilise en agriculture. Alors le kéfir, on l'utilise normalement comme probiotique pour l'être humain. Alors il y a plusieurs sortes de kéfir. Donc là, c'est du kéfir de lait, donc qui contient des lactobacillus. C'est à l'infermenté. Donc voilà les grains de kéfir. La particularité du kéfir, c'est qu'il y a un panel de bactéries et de levures assez énorme dedans. Beaucoup plus que dans le kéfir d'eau, par exemple, et beaucoup plus que dans le yaourt normal qu'on peut trouver. Là, on va rajouter du sucre. On va d'abord le laisser un petit peu travailler, c'est-à-dire amplifier les bactéries. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont posé des questions de savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le kéfir. Et en fait, on trouve beaucoup de bactéries, mais on n'a pas encore fait le tour. Je me suis rendu compte qu'il y avait des similarités avec des bactéries qu'on trouvait dans le sol, et notamment dans la rhizosphère, c'est-à-dire la partie de sol qui est proche des racines. Voilà, il y a un petit pchit, donc ça a bien fermenté, c'est un dégagement de CO2. Et j'additionne du purin d'ortie que j'ai fait moi-même, qui est aussi très riche en sucre et en nutriments pour les bactéries. Sur un mélange de 5 litres, il y a 0,5 litres de kéfir, 0,5 litres de purin, en fait. C'est des proportions classiques. Et j'utilise pas de métal, surtout pas. Et encore moins du cuivre, parce que c'est bactéricide, en fait. Et on va l'utiliser donc pour pulvériser sur une plantation d'épinards qu'on a planté donc avant-hier. Il
faut voir un sol comme un estomac, l'estomac de la plante. La plante, elle n'a pas d'estomac propre. Et en fait, c'est tous les micro-organismes du sol qui digèrent la matière organique pour donner les nutriments à la plante. Donc c'est vraiment un système comme un estomac. Sur certaines variétés, certaines familles de plantes, notamment les brassicacées, j'ai vraiment vu une différence notable au niveau de la vitesse de croissance et le développement de la plante et au niveau sanitaire. J'avais fait un test sur fraises aussi, c'est-à-dire j'avais 4 planches de fraises, 2 qui avaient été bactérisées et 2 planches non bactérisées. Et celles bactérisées avaient poussé beaucoup plus vite. C'était vraiment étonnant. On a vu aussi que des bactéries donc, solubilisaient des éléments comme le phosphore et le fer pour que la plante puisse les absorber. Elles aident aussi certaines mycorhizes à se faire. Il y a un effet juste de colonisation, c'est-à-dire qu'elles prennent la place, donc ça laisse moins de place aux pathogènes, donc elles protègent la plante. Et il y a aussi une troisième voie qui est de plus en plus étudiée et utilisée, c'est de déclencher le système immunitaire de la plante. C'est-à-dire c'est des bonnes bactéries qui vont déclencher un système génétique qui va protéger la plante sur du long terme. Et il y a des bactéries qui ont été isolées, qui provoquent cette défense immunitaire de la plante qu'on retrouve dans le kéfir. Ça, c'était vraiment la partie... Au départ, Céline avait étudié la psychologie et les neurosciences. Après 12 ans entre l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord, une bactérie va réorienter sa vie. Tout est parti d'une maladie du microbiote intestinal, justement, il y a environ presque 10 ans maintenant. J'ai eu l'infection au Candida albicans, qui est un champignon qui a en gros envahi mon intestin, et pas que. Et j'ai vraiment été très malade et j'ai perdu beaucoup de poids. Mon système immunitaire a été vraiment très endommagé. Et à partir de là, j'ai regardé, mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette infection au Candida albicans? Et donc j'ai regardé ce que je mangeais. Et donc j'ai regardé ce qu'il y avait dans mon assiette. Puis j'ai regardé ensuite comment c'était cultivé. Et donc depuis, j'essaye d'appliquer, entre guillemets, l'élevage de micro-organismes de manière concrète chez les paysans et les paysannes. Céline utilise la ferme de Sabine comme une station expérimentale. Un goût d'air libre arrive dans la vie de Sabine après un parcours à la Ligue de protection des oiseaux. Sabine, est-ce que je peux faire un petit prélèvement là? Oui, vas-y. Si ça ne dérange pas. Je te laisse la page. Juste là. Un projet que je mène, on va dire, à plusieurs dimensions au niveau de l'écologie. C'est-à-dire que déjà, je vise l'autonomie énergétique. J'ai une éolienne qui va me fournir la moitié de l'énergie et autant de panneaux solaires que possible sur la toiture et en façade sud pour fournir l'énergie 100% renouvelable. Et je ne suis pas raccordée au réseau. J'ai appris mon métier d'agricultrice à l'école. Voilà, donc on m'a appris à retourner le sol et ensuite j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un souci, ne serait-ce que ça, de mettre de l'oxygène, trop de lumière dans ce sol. Donc je suis passée d'abord sur des couverts végétaux, donc un enherbement, ce qui m'a permis aussi d'aller vers le métier d'éleveur puisque j'ai eu mon petit troupeau d'animaux, c'est encore une autre fonctionnalité. Et ensuite, j'ai rencontré Céline et j'ai compris que vraiment la vie du sol était aussi extrêmement complexe. Qui dit vie du sol dit développement des végétaux. Si les végétaux sont en bonne santé, ils vont produire du feuillage, des fruits, ce qui permet à tous mes petits passereaux de s'installer, de se nourrir, de nicher, d'élever des jeunes. Donc voilà, c'est tout un grand panel, une grande famille en fait. La biodiversité vraiment sous nos pieds, jusqu'au-dessus de notre tête. Pour parler de la vie du sol, on se concentre souvent sur 2 familles. Les bactéries et les champignons qui décollent les nutriments du sol mais ne suffisent pas pour nourrir les plantes. Céline va attirer mon attention sur 3 autres familles, les détritivores microscopiques qui les mangent. Sur les 5 familles, il va y avoir 2 décomposeurs, bactéries, champignons, et il va y avoir 3 types de prédateurs, protozoaires, on va aller du plus petit vers le plus gros, nématodes, microarthropodes. Microarthropodes, en gros, c'est micro, c'est-à-dire ces petits insectes qu'on ne voit pas encore à l'œil nu. Ok, c'est parti. Et ce sont des nématodes bactérivores. C'est le festin, quoi. C'est 10 000 bactéries par jour. Ça, c'est un protozoaire. Et sa déjection va être responsable du cycle des nutriments sans qu'on ait à rajouter d'engrais. C'est eux qui font le boulot. En mangeant, par exemple, les amibes, qui vont manger 10 000 bactéries par jour,
qui vont devoir l'évacuer sous forme de déjection. Et c'est ces déjections de ces prédateurs qui vont être distribuées sous forme biodisponible pour les racines des plantes. Alors c'est quoi ça exactement? Alors ici, on est en train de rassembler le matériel pour faire le compost microbiologique oxygéné. C'est-à-dire qu'on va récupérer différents types de matières organiques. En fait, ça n'est rien d'autre que le menu du restaurant des micro-organismes. J'imagine que le menu, il n'est pas toujours le même. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une recette locale qui doit être faite chez l'agriculteur. Donc en fonction de ce que tu souhaites et de ce que souhaite l'agriculteur, tu fais varier les proportions du mélange? Et oui, en fait, si on va faire du brocoli, on va préférer quelque chose avec une dominante bactérienne. Et si on veut de la vigne, on va plutôt préférer une dominante fongique, avec des champignons. Et ici, on est vraiment en version low-tech, puisqu'il faut créer des ponts entre les sciences et les pratiques culturelles paysannes. Donc il faut que ça soit accessible à tout le monde et que même les agriculteurs, agricultrices deviennent autonomes dans l'élaboration de leurs recettes et de leur culture de micro-organismes. Et il faut surtout que ça soit local et il faut surtout que les élevages soient en bio et que la nourriture qu'ils mangent soit en bio, voire locale aussi, parce que si les animaux vont manger des choses pesticidées ou ont des traitements antibiotiques, ça va être très problématique par rapport à leur déjection et on va avoir l'élimination des micro-organismes dont on a besoin. Donc voilà, ça c'est l'un des objectifs, c'est vraiment d'avoir une eau qui a été filtrée. Et ici, on est sur des petits élevages de vers de terre, en gros. Et le ver de terre, dans son microbiote intestinal, il va donc avoir les micro-organismes endogènes. Céline dispose de plusieurs solutions pour régénérer la microbiologie des sols. À côté du compost régénératif, elle procède parfois directement à l'extraction des micro-organismes depuis un lombricompost, avant de les réinjecter dans les sols décompactés. Pour les sols les plus compactés, on va utiliser ce genre d'instruments ou d'autres types d'instruments un peu plus robustes. Et on va tout simplement venir ensemencer donc, dans la rhizosphère. Vous voyez, là pourtant c'est un sol assez tassé. Et après, on va injecter la solution qui contient les 5 groupes de micro-organismes. Et donc on va répéter ce type d'injection-là jusqu'à temps que moi j'arrive à compter dans mon labo le nombre et la biodiversité souhaitée pour ce type de culture donnée. À côté du microbiote du sol et du microbiote intestinal, Céline et Marie ont rajouté depuis quelque temps la notion de microbiote territorial avec Stéphane Linou. Car pour se nourrir sainement, localement, encore faut-il que chaque territoire soit en autonomie alimentaire. Expert en sécurité alimentaire auprès de la sécurité civile, Stéphane forme les élus à cette notion. Et bonjour. L'entretien peut se passer là, sur la terrasse, la ferme à Goutère Libre. On y va. Allez, allez. Il rencontre aujourd'hui, chez Sabine, la présidente de la communauté de communes de Dieu-le-Fit et sa chargée de mission. Là, ça fait quelques années que je forme les élus partout en France pour les inciter à enrichir leur plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. En cas de cyberattaque sur la chaîne logistique, par exemple, en cas de pandémie grippale, en cas de blocage ou autre, étant donné qu'on a une autonomie alimentaire extrêmement faible, même en milieu rural, on n'a même pas 2%, ça veut dire que 98% de notre alimentation est amenée d'autres régions. Et dans le même temps, 97% de notre alimentation produite dans nos régions est envoyée ailleurs. Donc ça fait des flux et des transports dans les deux sens, donc des vulnérabilités dans les deux sens. Le climat, l'alimentation, l'urbanisme, le fléchage de la consommation et tout ça, ça peut rentrer sous le grand chapeau de la sécurité. Et lorsqu'on est élu, une collectivité locale, et qu'on a un projet à financer comme une légumerie, installer des paysans ou autre, si vous le présentez avec l'emballage de la sécurité, eh bien ça passe au-dessus de la pile et il y a beaucoup plus de financement qui tombe avec des projets démontrés pour la sécurité que pour toute autre chose. Donc on fonctionne comme ça, mais il est temps d'aligner tout ça et de parler réellement sécurité. Un goût d'air libre est également un espace de rencontre citoyen. À côté des rencontres avec les élus, sensibiliser le public par un voyage au centre des microbiotes est essentiel pour Céline, Marie et Stéphane.
Comment avoir des légumes de qualité qui vont être extrêmement bénéfiques pour le microbiote intestinal et pour notre santé quand on a des écosystèmes qui vont prendre des dizaines et des dizaines d'années à se régénérer. Alors il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui régénératives. En fait, notre système immunitaire, il apprend ce qui est soi et non soi dans l'intestin. Quand il est mal éduqué, il va confondre et il va prendre par exemple une plante, un pollen comme quelque chose d'extrêmement agressif pour lui. Il va déclencher des allergies et donc la personne sera en souffrance. Dans l'alignement des microbiotes, le consommateur aussi a un rôle à jouer. Par ses achats, pour rester en bonne santé, il conditionne aussi la motivation de ceux qui s'interrogent sur l'opportunité d'aller vers la transition écologique et de se convertir à l'agroécologie.